Je suis un enfant trouvé, mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru que comme tous les autres enfants, j'avais une mère. Car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras en me berçant que mes larmes s'arrêtaient de couler. Jamais je ne me couchais dans mon lit sans qu'une femme vînt m'embrasser. Et quand le vent de décembre collait la neige contre les vitres blanchies, elle me prenait les pieds entre ses deux mains et elle restait à me les réchauffer, en me chantant une chanson dont je retrouve encore dans ma mémoire l'air et quelques paroles. Quand j'avais une querelle avec l'un de mes camarades, elle me faisait compter mes chagrins et presque toujours, elle trouvait de bonnes paroles pour me consoler ou me donner raison. Par tout cela et par bien d'autres raisons encore, par la façon dont elle me parlait, par la façon dont elle me regardait, par ses caresses, par la douceur qu'elle mettait dans ses gronderies, je croyais qu'elle était ma mère. Voici comment j'appris qu'elle n'était que ma nourrice. Mon village, ou pour parler plus justement, le village où j'ai été élevée, car je n'ai pas eu de village à moi, pas de lieu de naissance, pas plus que je n'ai eu de père et de mère. Le village enfin où j'ai passé mon enfance se nomme Chavanon, c'est l'un des plus pauvres du centre de la France. Cette pauvreté, il la doit non à l'apathie ou à la paresse de ses habitants, mais à sa situation même dans une contrée peu fertile. Le sol n'a pas de profondeur, et pour produire de bonnes récoltes, il lui faudrait des engrais ou des amendements qui manquent dans le pays. Ainsi ne rencontre-t-on, ou tout au moins ne rencontrait-on, à l'époque dont je parle, que peu de champs cultivés. On est sur le plateau de Millevaches, au centre de la France, à Magnan-l'Étrange. Attention, il ne s'appelle pas le plateau de 1000 vaches, mais de 1000 sources. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire qui a un rapport avec les 1000 sources. C'était un paysan très pauvre qui galérait à faire pousser ses champs. Un jour, il rencontre 1000 géants. Un jour, les géants pleurèrent et de longues larmes coulèrent sur toutes les montagnes. Et ils créèrent 1000 sources. L'eau c'est la vie parce que notre corps est constitué de 65% d'eau. Nous, élèves en Creuse, En haut, nous sommes les gardiens des 1000 sources. sans eau, point de vie. L'eau est importante pour la terre, tout comme le sang l'est pour notre corps. Le ruisseau jaillit à sa source, s'infiltre, ruisselle, coule et nourrit tous les êtres vivants qui habitent sur Terre. Si les sources d'eau se tarissent, la terre se dessèche et la vie disparaît. Nous sommes allés à la rencontre de professionnels pour découvrir comment l'eau qui jaillit ici va alimenter des milliers de personnes plus bas. On va essayer de voir. En fait, là, on n'est pas vraiment en forêt, donc on va essayer de voir s'il y a des différences dans le sol. Mon sol est-il en bonne santé? Recherchez encore ailleurs les enfants. Vous allez toucher un peu les enfants? Touchez si vous voulez. Touchez le sol. Exactement. Lui, il y a quasiment de l'eau. Il y a quasiment De l'eau qui sort. Ouais. Est-ce que c'est important ça à votre avis? Oui. Sans eau, il n'y a pas de vie. Pourquoi c'est important qu'il y ait de l'eau? Pour nourrir les arbres. Les arbres, ça donne de l'eau aux arbres dans le sol, mais quoi d'autre? Qui a besoin d'eau? Les enfants. Et bien sûr, les insectes. Les champignons, est-ce qu'ils ont besoin d'eau aussi? Oui. Ouais, ils ont besoin d'eau. Les racines de gazon, ça ressemble à ça. Un peu, ouais. Là, on voit un tout petit peu, mais il y en a beaucoup plus. Ça relie tous les arbres entre eux. D'accord? Tous les arbres sont reliés par, comme une toile d'araignée, par le mycélium. Là, et les bactéries, elles vont
grâce à ça, grâce au mycélium, eh ben, elles font comme sur une autoroute, elles vont d'arbre en arbre, en arbre en arbre. Les champignons, c'est très important et c'est grâce aux petites bêtes et aux champignons et aux bactéries qu'on arrive à avoir ça. S'il n'y avait pas les champignons, s'il n'y avait pas les petites bêtes, il n'y aurait pas de vie sur Terre. On ne serait pas là. L'eau s'infiltre dans le sol. C'est comme ça que eh bien, la vie, les petites bêtes, même les champignons qui vivent et qui sont très importantes pour le sol, et ben c'est comme ça qu'elles arrivent à vivre, grâce à l'eau qui ruisselle. Alors oui, on a la chance d'avoir un département très boisé et avec encore de très belles forêts, notamment sur le plateau de Millevaches, hein, des belles forêts de feuillus, donc, et avec des hêtres tortueux magnifiques, des chênes aussi très beaux. C'est pas le cas dans tous les départements, loin de là, et donc c'est vraiment une richesse à protéger parce que tous ces vieux arbres et ces belles forêts, c'est important pour les loisirs, pour aller aux champignons, pour se balader, mais c'est important aussi pour la biodiversité, avec plein d'espèces qu'on va trouver dans ces forêts de feuillus, mais pas malheureusement dans les forêts de sapins ou d'épicéas, de conifères en fait. Quelle est la consommation d'eau dans des arbres? Alors ça va dépendre des arbres, il y a des arbres qui ont besoin de très peu d'eau, il y a des arbres qui arrivent à pousser dans le désert, donc il y en a qui ont besoin de très peu d'eau, voire quasiment pas d'eau de pluie, qui la trouvent ailleurs. Mais en général, nous on va parler par exemple du chêne, qui est l'espèce la plus dominante sur le département de la Creuse, et ça peut aller pour un arbre moyen à 200 litres d'eau par jour. 200 litres d'eau consommée par jour. Les arbres qu'on a chez nous, hein, sur le plateau de Millevaches, la hêtraie comme ici, ils sont habitués à un climat, ils sont adaptés à un climat, et malheureusement, si on a des trop gros changements et qu'on a des trop grosses sécheresses, les arbres ne peuvent pas survivre. Donc on serait amené à voir des forêts qui vont mourir et d'autres espèces qui sont plus adaptées aux endroits secs qui vont les remplacer. Tu as des chênes qui vivent plus au sud, qui sont adaptés à avoir moins d'eau. Il y a l'olivier par exemple, c'est un arbre qui a besoin de moins d'eau. Et peut-être un jour on arrivera à le faire pousser peut-être plus au nord. Malheureusement, il prévoit des climats limite méditerranéens, donc comme dans le sud de la France, mais il les prévoit ici, hein, pour d'ici 50 à 100 ans. Donc les espèces qu'on a ici ne pourront pas survivre à ça. Mon village, ou pour parler plus justement, le village où j'ai été élevé, se nomme Chavanon. C'est l'un des plus pauvres du centre de la France. Cette histoire, pour moi, elle est réelle. Pour moi, il n'y a aucun doute. Mon arrière-grand-père l'avait raconté à mon grand-père. Mon grand-père l'a raconté à ma mère et à ma nourrice. Et Magna, Vergne-Redonde en particulier. C'est le départ de l'histoire sans famille. Au moins, les gens cherchent, ils s'intéressent à cette histoire. Et puis, c'est une histoire actuelle, je pense. Parce que c'est important pour notre région, je pense, que cette histoire qui est mondialement connue, partout dans le monde, c'est traduit, c'est connu, c'est une histoire que les gens aiment. Parce que où est-ce que Hector Malot a du succès aujourd'hui? Eh bien, c'est pas en France, c'est dans les autres pays. Au Japon, et vous savez bien qu'ils ont tourné un dessin animé, donc ça se passe chez nous. Alors pourquoi il ne faudrait pas le dire, hein? Sans famille, là, c'est aux alentours de 1870 et quelques. En 1878, il a publié Le Sans Famille qu'on peut lire. Et par contre, l'histoire s'est passée aux alentours de 1850. Ça, c'est clair. Du coup, je m'y suis intéressée parce que quelqu'un m'a dit, mais regarde bien, Rémi sans famille, enfin plutôt sans famille, ça se passe vers Ussel. Quand il l'a écrit, l'histoire était trop proche. Elle concernait quand même des personnes existantes. Donc, il ne pouvait pas la situer pour faire son roman. Il avait, comme on dit, un besoin de discrétion, de réserve. Et il a changé les noms, notamment. Chavanon, ça existe dans l'imagination d'Hector Malot. Le Chavanon a toujours été une rivière. Vraisemblablement, Hector Malot, l'écrivain, a pris ce nom parce que la rivière était connue. Où se jette le Chavanon? Eh bien, dans la Dordogne. Dans la Dordogne, et c'est pour ça que l'histoire de Rémi sans famille ne peut pas se passer au bord du Chavanon. Parce que, qu'est-ce qu'il dit dans Sans famille? Que son village, qu'il appelle Chavanon, est au bord d'une rivière qui se jette dans la Vienne. Et comme le Chavanon se jette dans la Dordogne, ben donc c'est pas cette rivière-là.
Ça veut dire Chava, ça va en occitan, ça veut dire creuser. C'est la rivière qui creuse, il y a des gorges très profondes dans le Chavanon. Voilà. Ça a toujours été une rivière et ça s'est appelé le Chavanon depuis des centaines d'années. Hein. Mais Hector Malot, alors comment il a trouvé le nom? Ben ça c'est un mystère et c'est un mystère que j'aimerais bien arriver à éclaircir. Là on en a parlé avec Fabienne Garnerin, je pense que Hector Malot n'est jamais venu ici. Ça lui a été raconté à Paris. C'est dans un repli de terrain sur les bords d'un ruisseau qui va perdre ses eaux rapides dans un des affluents de la Loire que se dresse la maison où j'ai passé mes premières années. Le ruisseau qui va dans la Loire, et c'est la Roseille. C'est bien expliqué dans le livre. La rivière qui passe en dessous le village de Vergne-Redon, c'est d'une part le ruisseau de l'Échoron, qui était sur la commune du Truc, qui passe juste en dessous la ferme de Madame Barberin, et qui se jette dans la Roseille, qui est à l'heure actuelle le barrage de Magnac qui sert de réserve pour l'eau potable. Vergne-Redonde, effectivement. Alors, derrière nous, on a plein d'arbres, là. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, ce sont des aulnes. Et ici, on appelait les aulnes Vergne, la Vergne ou le Vergne. Les noms de lieux-dits nous racontent en fait des histoires. Et c'est souvent issu de la langue du territoire, le patois. Et là, donc, en Limousin, c'est l'occitan. Et ben, cette étude des noms de lieux qui nous raconte en fait l'histoire du territoire, ça s'appelle la toponymie. Donc à Magnac, on a l'euro aussi, qui pourrait peut-être venir des roseaux, des plantes qui poussent dans les milieux humides. On a la rivière, ça c'est assez répandu sur tout le territoire du PNR. Et la rivière, c'est plus des zones qui sont en continuité des cours d'eau. Il y a beaucoup de noms de lieux-dits qui sont en lien avec les zones humides, parce que c'est quand même un élément qui est assez présent sur notre territoire. Alors à Magnac, vous allez trouver des zones humides autour des rivières. Donc en bas, vous avez la rivière, et autour de la rivière, vous avez en général des terrains qui sont gorgés d'eau. Ils peuvent être boisés, qu'on appelle la ripisylve. Ensuite, vous avez tout un tas de prairies humides. En général, il y a des joncs qui poussent dedans. Et puis, il y a certains endroits où il y a des petites mares. Dans certaines zones humides, on trouve de la sphaigne, qui est une petite mousse qui s'accumule dans la zone humide et au fur et à mesure qu'elle s'accumule, elle se minéralise, elle se transforme en quelque chose de plus terreux, un matériau spongieux qu'on appelle la tourbe. C'est comme une éponge très très noire. Cette tourbe était exploitée au siècle dernier, quand il n'y avait pas beaucoup d'arbres sur le plateau. C'était un combustible. On venait déterrer de la tourbe qu'on faisait sécher et qu'on mettait dans les poêles à bois pour se chauffer en fait. Des milieux qui contiennent de la tourbe, on en a sur le plateau de Millevaches, ça s'appelle des tourbières. Et on a eu une écrevisse, ouais. Gardez-vous dans notre place. On a eu un bébé écrevisse. On a eu un bébé écrevisse? Ouais. Non mais je l'avais eu au téléphone. Regarde là le truc jaune qui flotte là. Ou une libellule, je sais pas trop ce que c'est. Vas-y, essaye de repêcher un tétard. Océane, essaye de repêcher. On a aussi, un petit peu moins maintenant, mais on avait un gros prédateur qui était les écrevisses californiennes dites à pattes rouges et qui, celles, sont interdites de transport. Ouais, mais il y en a partout. Hein. Moi, je vois sous les bourriches, c'est rare s'il n'y en a pas toujours 2-3. Hein. Ça mange des œufs, quoi. Et malheureusement, la vraie écrevisse locale, on n'en a plus. Il faudrait passer sous l'eau pour vérifier, mais enfin, il y a du brochet, de la perche, du gardon et des cendres. Le poisson, il faut lui amener les aliments qu'il a l'habitude de rencontrer dans son milieu. Que ce soit les sauterelles, que ce soit le ver, que ce soit ce qu'on appelle les chargebois, là, les petits trucs qui sont dans certaines rivières, pas dans toutes,
En défait, on a un petit verre dedans, là. C'est un genre de teigne. Ça, c'est dans son univers. Ce qu'on devrait trouver au bord de l'eau, c'est du saule et du vergne. C'est l'arbre qui est vraiment approprié. Bon, après, ce que je trouve un petit peu regrettable, c'est que maintenant, de plus en plus, les bois existants sont coupés. Bon, ils n'étaient pas les fois de bonne qualité. Et tout ça au bénéfice de plantations de douglas, qui n'est pas très très bonne non plus pour la qualité de l'eau. Si l'eau est polluée, la terre tombe malade, et nous aussi. Lorsqu'on comprend le trésor que nous avons sous nos pieds, nous pensons aux 17% de la population de la Terre qui ne peut pas avoir accès à l'eau potable. Il ne faut pas gaspiller cet or bleu, cela coule de source. À manière étrange, la fontaine Saint-Roch abrite une niche accueillant la statue du saint. Traditionnellement, une procession avait lieu le dimanche suivant le 16 août. Saint-Roch était invoqué pour la protection des orages, la prévention et la guérison des fièvres et les maladies de la peau. Tout au long de l'année, les personnes atteintes d'infections cutanées venaient profiter des bienfaits de ces eaux. Quand vous regardez au fond de la fontaine, vous avez l'eau qui jaillit. Cependant, ma mère n'était pas veuve, mais son mari, qui était tailleur de pierre, comme un grand nombre d'autres ouvriers de la contrée, travaillait à Paris. Et il n'était pas revenu au pays depuis que j'étais en âge de voir ou de comprendre ce qui m'entourait. De temps en temps seulement, il lui envoyait de ses nouvelles par un de ses camarades qui rentrait au village. Donc Mère Barberin, elle a eu un premier enfant qui est mort et elle s'occupe d'une toute petite ferme très pauvre, parce que vous savez bien que dans le pays ici on n'est quand même pas bien riche, les terres sont pas bonnes. Rémi, il venait comme c'est raconté dans le livre. Il a été trouvé par le mari de Madame Barberin, qui est certainement aussi un nom d'emprunt. Il a été ramené de Paris ici et il a été élevé au départ jusqu'à l'âge de 8 ans, avant de la rencontre avec Vitalis, chez Madame Barberin. Et donc Hector Malot, il a su qu'il y avait ces migrants limousins, ces maçons creusois qui sont célèbres maintenant, qui travaillaient à Paris, qui revenaient chez eux et qui laissaient donc leurs femmes s'occuper de tout, de la ferme, des enfants. Et comment en a-t-il entendu parler? Il y a plusieurs pistes. Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un qui lui en a parlé, qui lui a donné des noms, parce que quand même tous ces noms précis, il ne les a pas inventés. Et on sait, parce qu'il a écrit un article, qu'il a vu dans la rue des maçons limousins. Voilà. Est-ce qu'il a parlé avec eux? Est-ce que c'est une autre piste? On ne sait pas. En route. Pour acheter un enfant, 40 francs. Il n'en résulte pas nécessairement qu'on soit un ogre et qu'on fasse provision de chair fraîche afin de la manger. Vitalis ne voulait pas me manger. Et, par une exception rare chez les acheteurs d'enfants, ce n'était pas un méchant homme. J'en eus bientôt la preuve. Et on peut définir notamment l'itinéraire qui va de Vernredonde à Ussel, parce que la première étape c'est Ussel, en passant par le village de la Dègue à côté de la Courtine. C'est décrit avec une telle précision qu'on ne peut pas avoir de doute. Après avoir descendu une pente assez rapide, nous étions arrivés sur une vaste lande qui s'étendait plate et monotone, à perte de vue. Pas de maison, pas d'arbres. Un plateau couvert de bruyères rousses avec, ça et là, de grandes nappes de genêts rabougris qui ondoyaient le souffle du vent. Elle ne monte pas, vous savez bien, l'eau ça descend toujours. Donc l'eau elle descend quand on est en haut de la montagne, soit d'un côté, soit de l'autre. Et la ligne de partage des eaux, ce qui est dit dans Sans famille, c'est que Vitalis et Rémi suivent à un moment cette ligne de partage des eaux entre le bassin de la Dordogne et le bassin de la Vienne pour aller à Ussel. Et il est question aussi, au chapitre 8 de Sans famille, il est question du mont Au-12. Et si vous montez au mont Au-12, qui n'est pas très très loin de Magna, vous allez voir qu'il y a un grand panneau
ligne de partage des eaux. C'était sur la crête même de la montagne qui sépare le bassin de la Loire et celui de la Dordogne qui m'avait repris le poignet et presque aussitôt, nous avions commencé à descendre sur le versant exposé au midi. Mais comme c'est un peu plus en amont, le premier ruisseau qui passe, c'est le ruisseau de l'Échoron. Et avant qu'il y ait le barrage, la jonction avec la Roseille était un peu plus bas. C'est pas un barrage naturel. On a emmagasiné des volumes énormes de pierres. Voilà, on s'est fait un gros barrage, tout simplement comme vous pouvez faire quelquefois chez vous, je pense, dans les années 80. Il est alimenté par deux sources d'eau, deux petites rivières, donc la Roseille et Vergnes-Redonde. Et quand il est bien rempli, assez haut, on vient récupérer, nous, avec une petite canalisation, on ouvre un robinet, on va faire simple, on ouvre un robinet. Ce robinet alimente un long tuyau qui va à la station de traitement d'eau, on en parlera plus tard, de Magna. Et ensuite, l'eau est traitée, etc. Et par différents systèmes, arrive à votre robinet. S'il y avait un goût de chlore ici, ça serait très inquiétant. Là, avant votre venue, il y avait 2 agents de la police de l'eau qui viennent passer de temps à autre pour vérifier si tout se passe bien, la qualité de l'eau. Ils regardent en même temps les poissons, etc. Donc il y a un suivi à la fois du syndicat, de la police de l'eau aussi. Il se peut que lorsque tu prends de l'eau à ton robinet, il y a un goût de chlore. Il y a les traitements qui sont faits à la station, notamment avec du chlore. Donc on peut retrouver sur le réseau, donc dans ton robinet, un goût de chlore. Mais ici, on n'a aucune présence de chlore, il n'y a aucun traitement chimique. Est-ce qu'on peut laver l'eau? Oui, c'est une bonne question aussi. Le but est de traiter l'eau qui vient d'ici en amont donc, du barrage et de vous la rendre potable quand vous ouvrez votre robinet, sans aucun risque de maladies ou de bactéries. Il y a plusieurs opérations qui sont réalisées pour la rendre potable, donc notamment un ajout de chlore pour enlever toutes les bactéries, un traitement à l'ozone dans le même but et tout un tas d'opérations pour avoir de l'eau potable en fait, tout simplement. On va fabriquer aussi de l'eau sale qu'on va aussi plus ou moins laver pour qu'elle sorte propre après dans le milieu naturel. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va aller en eau potable et une autre partie qui va retourner à la rivière, mais il faudra que ce soit aussi de l'eau propre, donc quelque part on la lave un peu. Chez vous, il y a un assainissement avant qu'elle reparte dans le milieu naturel. Je crois que vous avez visité la station d'épuration. Toutes les eaux, ce qu'on appelle les eaux usées, arrivent ici, sont retraitées pour repartir dans le même ruisseau en fait et ne pas le polluer. Nous cheminâmes au milieu de tristes solitudes, ne quittant que les landes pour trouver des champs de brandes, et n'apercevant autour de nous, aussi loin que le regard s'étendait, que quelques collines arrondies au sommet stérile. Moi je leur donne l'eau de source, mais j'ai aussi l'eau de la Roseille au cas où. Mais c'est une source que j'ai captée et que j'accumule l'eau dans un gros réservoir et qu'elles puissent boire librement. J'ai que des vaches et un chat. Je sais pas si ça compte. La vache, elle peut boire jusqu'à 100 litres d'eau par jour avec son veau. Et ben, j'ai 65 vaches. Si au maximum on met 100 litres d'eau par une vache, ça doit faire 6500 litres. Et c'est très important, oui, d'avoir des milieux ouverts pour déjà la biodiversité. J'ai un projet, moi, c'est en fait de clôturer les rivières pour éviter que les vaches aillent dedans. Si on n'aménage pas les lieux, les vaches elles piétinent les berges et le problème c'est que le sable se dépose au fond de la rivière, les truites ne peuvent pas se reproduire et donc du coup l'idée c'est de capter une source dans un endroit où c'est bien humide, de faire un sorte de puits justement avec des pierres et puis que l'eau se filtre dedans et avec une pompe avec un panneau solaire on ramène l'eau dans un abreuvoir. Quel malheur qu'Ussel fut encore si loin. Malgré les souliers et les culottes de velours qui étaient au bout de 6 lieues qu'il nous restait à faire, il me semblait que je ne pourrais pas marcher si loin. Oui, sûrement que Jérémy s'insère dans le contrat de rivière, c'est-à-dire qu'il a signé une convention avec la communauté de communes. Le contrat de rivière, c'est beaucoup plus vaste, c'est sur tout le bassin versant de la Creuse. C'est pour aider la rivière à aller mieux, prendre soin de l'eau, expliquer aux différentes personnes qui utilisent la rivière et l'eau en général à quel point l'eau est précieuse et comment on peut faire pour le mieux possible la préserver et la soigner.
jamais sorti de mon village, j'étais curieux de voir une ville. Mais je dois avouer que celle ne m'éblouit point. Ces vieilles maisons à tourelles qui font sans doute le bonheur des archéologues me laissèrent tout à fait indifférent. Nous, ici, on est un peu les gardiens de la source. Pour protéger l'eau, il faut éviter de polluer et de gaspiller l'eau. Préserver l'eau est l'affaire de tous. Nous prenons conscience de la valeur de nos rivières et nous voulons que chacun se mobilise pour nous rejoindre dans cette action. L'eau, c'est bien pour moi, pour boire, pour les animaux vivent et on se lave. Moi, j'aime bien l'eau parce que ça sert à se laver et pour boire. Si on n'aurait pas d'eau, il n'y aurait pas de vie. L'eau, elle est indispensable dans la vie. Si on l'a pas, on peut mourir. Pour vivre, quoi. J'aime l'eau parce qu'elle est magique. Elle nous permet de flotter en apesanteur sans couler, mais si on va au fond, elle nous remonte à la surface. C'est la nature, la vie, l'agriculture. C'est important aussi pour vivre. S'il n'y aurait pas d'eau, il n'y aurait pas de vie humaine et les arbres sur la Terre. Et pour moi, l'eau, c'est quelque chose de très important. Quelque chose dont si on n'en avait pas, on ne pourrait pas manger, pas boire, et voilà. Et c'est pour ça que moi, l'eau, c'est important pour moi et j'aimerais toujours qu'elle soit là. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'arroser notre jardin, surtout quand c'est l'été.